L'Inde a déployé son porte-avions indigène, l'Indian Naval Ship Vikrant, en mer d'Arabie. Selon des sources de défense, la marine renforce progressivement sa présence dans toute la région. La marine indienne a déclaré, alimentant la puissance maritime, « Aucune mission n'est trop éloignée, aucune mer n'est trop vaste ». La marine indienne reste déployée en mer dans une posture de dissuasion crédible pour répondre de manière décisive à toute action hostile du Pakistan ou des terroristes basés au Pakistan. Aux premières heures du matin du 7 mai, 2025, peu de temps après que l'Inde a lancé ses frappes transfrontalières, quelque chose d'étrange s'est produit à Karachi. Rien. Aucun navire n'a quitté le port, aucun F-16 pakistanais n'a décollé. Aucun ordre de représailles n'a été donné. Parce que pendant que le monde regardait les missiles BrahMos voler lors de leur première mission, la marine indienne était déjà en position, silencieuse, mobile et stationnée de manière menaçante à proximité, juste à l'extérieur du port de Karachi. Les navires pakistanais étaient bloqués dans leur propre port, entourés d'ombres sonars et de fantômes radars, sachant pertinemment que s'ils bougeaient, ils seraient finis. Ce n'était pas un avertissement, c'était la première utilisation de la doctrine du démarrage à froid, et ça a marché. Ce matin-là, la flotte du Pakistan s'est retrouvée enfermée à l'intérieur du point d'étranglement qu'est le port de Karachi, ou piégée dans les ports côtiers. Le transport commercial a également été paralysé. Le port de Karachi, ligne de vie économique et navale de la nation, était sous un siège silencieux et vigilant. L'Inde n'avait pas tiré un seul missile sur les Pakistanais. Il n'en avait pas besoin. Le message était assez fort sans les explosions. Contrairement à leurs adversaires, l'armée indienne a été inébranlable dans son respect pour la vie des non-combattants. Nous avons testé et affiné des tactiques et des procédures en mer lors de multiples tirs d'armes dans la mer d'Arabie dans les 96 heures suivant l'attaque terroriste. L'objectif était de revalider notre équipage, nos armements, notre équipement et la préparation de notre plateforme pour livrer diverses munitions sur des cibles sélectionnées avec précision, a déclaré le vice-amiral A.N. Pramod. L'avertissement était simple. Nous sommes ici, nous sommes prêts, et si vous ripostez, vous perdrez votre marine avant le petit déjeuner. C'était une exécution parfaite de la doctrine de démarrage à froid de l'Inde en mer. L'Inde n'a pas attendu pour se mobiliser, ou s'engager dans des semaines d'escalades et d'avertissements dangereux. Au moment où les missiles indiens volaient dans l'opération Sindoor, la marine avait déjà resserré l'étau. Les groupes de combat de porte-avions de la marine, les forces de surface, les sous-marins et les atouts de l'aviation étaient déployés en mer avec une pleine préparation au combat. Des drones de surveillance et des flux satellites suivaient chaque mouvement dans les eaux pakistanaises, tandis que les avions de patrouille Boeing P-8A faisaient des boucles sur la mer d'Arabie, leurs filets radars balayant à la recherche de signes de vie. La mer d'Arabie s'était transformée en échiquier, et les maîtres indiens jouaient une ouverture hyper moderne. L'ennemi pakistanais ne le savait pas, mais l'Inde avait déjà couvert chaque case de l'échiquier. Karachi n'a jamais eu de chance. Mais l'opération n'a pas commencé le 7 mai. Pour en comprendre l'origine, nous devons remonter dans le temps, jusqu'aux conséquences de l'attaque du Parlement indien, en 7 mai 2001, au cours de laquelle des terroristes de Lashkar-e-Taïba et Jaish et Mohammed ont tué 9 personnes. Maintenant, cette vidéo n'est certainement pas adaptée aux annonceurs, selon l'algorithme de YouTube. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. YouTube a l'habitude de restreindre les vidéos qui parlent de guerre, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Alors, si vous pouvez nous rendre un grand service et cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas, cela aide énormément la vidéo. Nous vous apprécions. Pendant la crise de 2001, l'Inde a mobilisé chaque branche de son armée, mais il a fallu 2 semaines pour se préparer. Au moment où l'armée était prête à frapper, la pression internationale avait augmenté et l'opportunité s'était évaporée. Dans les années qui ont suivi, les planificateurs de la défense indienne ont commencé à développer une nouvelle doctrine, basée sur la rapidité et des forces qui pourraient être activées à tout moment. Elle est devenue connue sous le nom de Cold Start. Alors que l'armée développait des groupes de combat intégrés pour frapper de l'autre côté de la frontière, la marine indienne remodelait discrètement sa propre doctrine pour refléter cette préparation en mer. L'accent a été mis sur la mobilité du groupe de porte-avions, la discrétion des sous-marins et une meilleure intelligence en temps réel. Au moment où le gouvernement de Narendra Modi a commencé à accélérer la mobilisation militaire, la marine était déjà en position de réponse rapide, avec des destroyers équipés de BrahMos, des frégates furtives, des sous-marins et le puissant Vikrant, tous sous le satellite J-Air Satellite, Seven Rukmini, et tous des éléments d'un démarrage à froid maritime. C'était l'aboutissement de plusieurs années de préparation pour frapper rapidement, contenir l'escalade et contrôler l'espace de bataille de l'océan Indien. Ainsi, le 22 avril 2025, lorsque des terroristes pakistanais ont ouvert le feu sur des pèlerins hindous à Pahalgam, au Cachemire, tuant plus de 30 personnes et en blessant des dizaines d'autres,
La réponse n'a pas été retardée. Selon les survivants, les attaquants ont séparé le groupe, laissant partir les musulmans et exécutant les hindous. Certains tueurs ont réussi à s'échapper par la frontière, comme d'habitude. Mais cette fois, l'Inde a commencé à se préparer immédiatement, délibérément. Les avions de chasse ont été mis en alerte, tandis que les missiles étaient préparés. Une force opérationnelle navale s'est lancée dans la mer d'Arabie, et l'opération Sindoor était en cours. Et aux premières heures du matin du 7 mai 36 navires lourdement armés, et la marine indienne était stationnée à l'extérieur du port de Karachi. Coincée dans les ports et les eaux peu profondes, juste au large de la côte, la flotte pakistanaise ne pouvait rien faire d'autre que regarder, attendre intensément. Aucun des deux côtés n'a tiré un coup de feu pendant le siège de 3 jours. Mais cela n'a pas arrêté le train de la désinformation. Alors que l'impasse se poursuivait, des affirmations selon lesquelles le port avait été attaqué apparaissaient constamment sur les réseaux sociaux musulmans. La chaîne d'information bengali ABP Ananda a même diffusé un clip d'un crash d'avion à Philadelphie, affirmant que l'aéroport avait été touché. Mais en réalité, les Indiens avaient acculé la marine pakistanaise dans un coin, et ce qui aurait pu devenir une bataille est resté tendu, mais sûr, jusqu'au cessez-le-feu du 10 mai. Mais la propagande n'a pas seulement coupé dans un sens. Des médias indiens comme India Today, Aaj-Tak, Télévision, Nine Bharat-Vash, ABP et Zee News ont déclaré que la marine indienne avait également attaqué le port de Karachi. Cependant, ces rapports ont été contredits par des reportages en direct de sources d'information et de médias sociaux pakistanais peu de temps après leur publication. Également le 11 mai, le vice-amiral de la marine indienne, A. N. Pramod, a déclaré que les navires de guerre de la marine indienne resteraient déployés dans la mer d'Arabie du Nord, dans une posture décisive et dissuasive, avec une pleine préparation et capacité à frapper des cibles sélectionnées en mer et sur terre, y compris Karachi, à un moment de notre choix. Mais il n'a jamais mentionné que la marine avait mené une attaque. Le reportage autour de l'ensemble de l'événement des deux côtés. Ridicule. Qu'est-ce que quelqu'un aurait à gagner en fabriquant une frappe militaire sur un port ? Je suppose de la sympathie d'un côté et des audiences de l'autre, mais je veux dire, c'est le mieux que je puisse trouver. Et pourtant, toute cette histoire est absurde. L'armée indienne a fait preuve d'une retenue incroyable, et c'était un exemple parfait de la manière dont la doctrine de l'étoile froide est conçue pour fonctionner. C'est la vraie beau histoire ici. Alors revenons-y. La flotte avec laquelle l'Inde a encerclé Karachi était une collection de 36 navires de guerre high-tech optimisés pour la domination multidomaine. Et au cœur de celle-ci se trouve le Indian Naval Ship Vikrant, le joyau de la couronne d'une marine ultra-moderne. C'est le premier porte-avions indigène de l'Inde, entièrement conçu et construit dans le pays, dans le cadre de l'initiative Atmanirbhar Bharat, le plan du président Modi pour produire tous les équipements de défense indiens sur le territoire national, plutôt que d'être un État client comme ils l'ont toujours été par le passé. Il déplace environ 45 000 tonnes, exploite un système de tremplin Stobar et transporte jusqu'à 30 avions, y compris des jets de combat Mikoyan 29K, des hélicoptères Kamov Ka-31, alerte et contrôle aéroporté, et des hélicoptères utilitaires Aldroof fabriqués en Inde. Le porte-avions fonctionne avec 4 turbines à gaz, qui peuvent être poussées à plus de 28 nœuds. L'Indian Naval Ship Vikrant est défendu par des systèmes d'armes de proximité AK-630, capables de déchaîner des munitions de 30 mm à haute vitesse pour intercepter les missiles et les avions entrants. Il transporte également 64 missiles solaires israéliens, Barak 1 pour les menaces aériennes à courte portée, et comme la plupart des navires de guerre, peut également déployer des contre-mesures de leurres et de fusées éclairantes pour brouiller les armes radars et à guidage thermique. Les capteurs embarqués comprennent des radars de surveillance aérienne en 3 dimensions et des suites de guerre électroniques. Sa véritable puissance, cependant, même au-delà des avions de chasse qui décollent du pont, est que ces systèmes de combat sont entièrement intégrés aux opérations en réseau de la marine indienne. Commandement, contrôle, communication et renseignement, ou NC-3I, un réseau de bataille qui intègre les informations de tous les navires et avions de la marine indienne, ainsi que le G, satellite, Sept Rukmani, un satellite militaire géostationnaire lancé en 2013, qui surveille constamment et sans cligner des yeux toute la région de l'océan Indien. Cela fait du Vikrant le nœud central, lançant des missiles de frappe, coordonnant la défense de la flotte et gérant les opérations anti-sous-marines, tout à la fois. Dans une situation comme l'opération Sindoor, le porte-avions a fourni à la fois une force offensive et une assurance au reste de la flotte que l'opération s'est déroulée sans accroc. En plus de l'Indian Naval Ship Vikrant, l'Inde a également déployé l'Indian Naval Ship Vikramaditra, son ancien porte-avions de classe Kiev, construit par les Russes. La présence des 2 porte-avions illustre l'ampleur de l'opération et le cœur de la doctrine Cold Start, qui consiste à frapper l'ennemi de toutes les forces disponibles.
Naviguant aux côtés des deux porte-avions et plongée nativement dans le réseau NC-3I, la classe Kolkata a marqué un tournant dans la conception navale indienne. Lancée en 2006 en tant que première classe de destroyer construite localement, elle a combiné une puissance de feu importante avec la capacité pour les systèmes de commandement en réseau, anticipant l'intégration avec des plateformes futures comme le satellite Rukmini et le Vikran dans un avenir pas trop lointain. Il est capable de lancer des missiles BrahMos, de défendre la flotte avec des missiles avancés Barak 8 Surface Air, une co-entreprise entre Israël et l'Inde, et d'engager des cibles de surface avec un canon naval OTO Melara de 76 mm à tir rapide. Sous la ligne de flottaison, le Kolkata dispose également de tubes de torpilles de 533 mm et de lance-roquettes RBU 6000 pour la guerre anti-sous-marine. Son radar et son sonar sont capables de suivre les menaces à travers les domaines aériens, de surface et sous-marins. Avec plus de 7400 tonnes de déplacement. C'était la première étape de la poussée de l'Inde vers un style de guerre naval, produit localement et de haute technologie, construit pour le réseau, ainsi que pour frapper. Son successeur, la classe Visakhapatnam, a été lancé en 2015 et a affiné la même formule mais avec une furtivité améliorée, une meilleure automatisation et plus de composants indigènes. Il est armé de manière très similaire à la classe Kolkata. Et puis il y avait l'Indian Naval Ship Rajput, probablement en train de naviguer lors de sa dernière mission de combat. Le Rajput n'était pas de construction indienne. C'était de l'acier de la guerre froide, né dans un chantier naval soviéto-ukrainien et vendu à l'Inde en 1980. 45 ans plus tard, il est entré une dernière fois dans la mer d'Arabie, transportant des missiles BrahMos à l'endroit où se trouvait autrefois Styx. Les frégates de première ligne de l'Inde comprennent deux classes clés, la classe Shivalik et la classe Talwar. La classe Shivalik, lancée entre 2004 et 2007, était la première ligne de navires de guerre furtifs indiens, conçue pour produire des signatures radar et infrarouges, tout en délivrant un coup dévastateur. Ces frégates sont armées soit de missiles surface air Barak 1 ou 8, de missiles anti-navires BrahMos ou Club, de torpilles et de canons navals de 76 mm, ce qui les rend polyvalentes face aux menaces de surface aériennes et sous-marines. La classe Talwar, lancée en deux lots entre 2000 et 2011, a été importée de Russie, mais personnalisée pour une utilisation indienne, incluant une forme furtive et des systèmes d'armes indiens. Les frégates Talwar sont équipées de l'ancien missile russe Shtil ou des surface air missiles Barak 1 et des missiles Club. Ils sont connus pour leur vitesse, leur fiabilité et, avec des améliorations et des modifications, une forte intégration avec le reste de la flotte navale de l'Inde. Les deux classes restent essentielles aux opérations de la flotte et sont entièrement compatibles avec les systèmes de guerre en réseau de l'Inde. L'avenir de la flotte de frégates de l'Inde repose sur la classe Nilgiri, une nouvelle génération de navires de guerre furtifs, construits dans le cadre du projet 17A, avec une défense aérienne Barak 8 intégrée nativement et des missiles BrahMos. Ces navires sont conçus dès le départ avec des armes indiennes de premier ordre, une connectivité NC, 3I et la furtivité à l'esprit. Sous la mer d'Arabie, les sous-marins Skripin, connus en Inde sous le nom de classe Kalvari, patrouillent pour maintenir le filet autour de la flotte pakistanaise serrée. Construits en partenariat avec la France et lancés entre 2017 et 2023, ces sous-marins d'attaque diesel électrique sont conçus pour la furtivité, avec des signatures acoustiques faibles et une coque conçue pour disparaître dans les eaux côtières tout en se fondant dans le trafic local. Leurs tubes de torpilles sont à double usage et tirent des torpilles lourdes, Varanastra produites localement, des missiles anti-navires, Exocet sous-marins, 39, et ils pourraient même lancer des mines, si désirées. Cependant, une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est lancer des missiles comme le BrahMos. Le BrahMos lancé par sous-marin est tout simplement trop grand pour le tube de torpille du Kalvari et nécessite un système de lancement vertical intégré dans la coque, chose que le Kalvari n'a pas. Ce rôle reviendra probablement aux futurs sous-marins nucléaires de l'Inde, qui sont actuellement en cours de développement avec le programme Project 75 Alpha, bien que ces bateaux ne soient probablement pas mis en service avant le milieu des années 30. Au-dessus d'eux, les avions Boeing P-81 Neptune effectuaient des patrouilles continues. Ces chasseurs de sous-marins à longue portée utilisent la détection d'anomalies magnétiques, les sonobuoys et le radar à ouverture synthétique pour balayer la mer à la recherche de mouvements. Comme chaque autre pièce d'équipement de la marine indienne, ils sont également coordonnés avec des satellites et des drones dans le cadre du système NC-3I pour surveiller l'infrastructure navale de Karachi, suivre l'ennemi et les observer depuis le ciel. Décollant du pont de l'Indian Naval Ship Vikrant, le Mikoyan 29K apporte des arêtes vives et une agression à l'ancienne à la flotte moderne de l'Inde. Initialement conçue pendant la guerre froide, la plateforme a été reconstruite pour la vie en porte-avions, renforcée pour les atterrissages difficiles et dotée d'ailes qui se replient.
Il transporte des missiles R-77, l'équivalent russe de l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, un 20, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile des États-Unis, et le R-63 pour des engagements plus rapprochés, ainsi que des munitions guidées avec précision et des missiles anti-navires. Et je vais être honnête, c'est ma partie préférée, parce que le MiG-29 est l'un des avions les plus emblématiques jamais mis dans le ciel. Il y a une sorte d'élégance menaçante dans sa forme, surtout autour du cockpit, qui m'a toujours excité. Comme un enfant avec une affiche de Lamborghini ou Farah Fawcett sur son mur. C'est juste, c'est beau, mais ce qui est vraiment beau, c'est comment l'opération s'est déroulée sans une seule victime civile. C'est la beauté de la doctrine du démarrage à froid. Frappez vite comme une Lamborghini, frappez fort comme un Mikoyan, 29, puis partez en souriant comme Farah Fawcett, avant que votre ennemi puisse décider comment réagir. Pas seulement une frappe de missile pour le plaisir, mais pour envoyer le message que l'Inde n'a pas besoin d'escalader pour gagner, parce qu'ils savent qu'ils ne devraient pas. Ce message n'était pas seulement pour le Pakistan. L'Inde n'a pas lancé l'opération Sindoor en secret. Ils l'ont lancé pour que le monde entier puisse voir, et avec toute la force d'une capacité militaire indienne en rapide amélioration. Des groupes de porte-avions formés et déployés en quelques jours, des drones dans le ciel, des satellites en orbite, des missiles indiens hurlant à travers la frontière. Et sans excuse, car avec la précision des frappes, aucune n'était nécessaire. Quand les terroristes tuent des civils, ils ne nécessitent pas d'excuses. C'est ce qui met la retenue de l'armée indienne en si net contraste avec leur adversaire. Mais, en même temps, l'Inde en a assez d'être malmenée par les terroristes, et le monde a observé une réponse ferme, définitive, mais finalement mesurée. Avec des missiles qui volent dans les camps de terroristes, et le plus grand port pakistanais à Karachi complètement coupé, en quoi consistait la réponse pakistanaise ? Au début, juste plus de la même chose. Des drones, des dénis, et le 8 mai, le ministre de la Défense pakistanais, Khawaja Asif, a déclaré que la menace d'une guerre nucléaire avec l'Inde est claire et présente. Ce qui était clair et présent, c'était la vérité. Modi avait démasqué leur bluff. La marine indienne avait encerclé Karachi. L'armée de l'air indienne avait volé profondément dans l'espace aérien ennemi. Les missiles indiens avaient atteint leur cible, et l'autre côté n'avait même pas réussi à décoller de la piste. Puis, le 9 mai 2025, l'armée pakistanaise a lancé une série de frappes de missiles et de drones en représailles, ciblant les bases aériennes indiennes à Punjab et Jammu, marquant ainsi sa réponse officielle à l'opération Sindoor. L'attaque comprenait à la fois des missiles conventionnels et des essaims de plus de 600 drones visant à submerger les défenses indiennes. Mais la défense aérienne indienne est capable et stratifiée. Le système de défense aérienne, Triumph S-400 de pointe, fourni par la Russie, a fonctionné parfaitement, interceptant avec succès un missile Shahin capable de transporter une charge nucléaire, tandis que des systèmes nationaux, comme l'Akash et le système Speeder israélien, ont abattu des centaines de menaces entrantes. Les missiles Barak 8 indo-israéliens, à bord des navires de guerre, ont également joué un rôle dans la sécurisation des corridors interaériens, côtiers clés. Pratiquement tous les projectiles et drones pakistanais ont été interceptés avant l'impact, avec des dégâts minimaux signalés au sol, annonçant la maturité et le niveau de sophistication du réseau de défense aérienne multiniveau de l'Inde, et l'échec de la tentative du Pakistan de reprendre l'initiative. C'est le jour le plus heureux de ma vie de voir mon bébé travailler avec une telle précision et beauté pour abattre les cibles aériennes ennemies entrantes, a déclaré avec joie le docteur Praladar Ramarao, développeur de l'Akash, suite à l'attaque. Il a dit qu'il avait les larmes aux yeux quand il a vu qu'il fonctionnait au-delà des attentes en évaluant efficacement les cibles entrantes. Le lendemain, le 10 mai, 2025, moins de 24 heures après l'assaut de missiles et de drones du Pakistan, l'Inde a lancé une deuxième vague de frappes de précision. Mais maintenant, les cibles n'étaient plus des camps terroristes, ils étaient des actifs militaires profondément à l'intérieur du territoire pakistanais. En utilisant une combinaison de missiles BrahMos lancés par air et par navire, ainsi que d'autres armes de précision, l'Inde a frappé des aérodromes, des sites radars et des dépôts d'armes. L'opération a démontré non seulement la portée, mais aussi la maîtrise de soi, entraînant à nouveau uniquement la destruction militaire sans victimes civiles, et soulignant à nouveau la différence dans l'approche du combat et la valeur de la vie humaine entre les deux côtés. Contrairement à l'Inde, le Pakistan n'a pas pu se défendre et a subi des dommages sur des sites clés. Même l'aéroport Sheikh Zayed a été touché, entraînant la condamnation du Pakistan et de ses alliés. Mais l'aéroport abrite et soutient des équipements et des opérations militaires. Donc selon le droit international, c'est une cible légitime, soulignant le manque d'engagement du Pakistan à protéger sa propre infrastructure civile. Depuis des décennies, l'Inde vit sous l'ombre de la rhétorique nucléaire pakistanaise.
Chaque provocation venant de l'autre côté de la frontière s'accompagnait de la menace, exprimée ou non, que s'il ripostait, il risquait une escalade jusqu'au point de non-retour. C'est le jeu du Pakistan depuis des années. Cacher un comportement terroriste et internationalement inacceptable derrière la menace d'une guerre nucléaire. Mais Cold Start a été conçu pour gagner ce jeu, en étant rapide à agir et précis. Ce n'était pas comme en 2001, lorsque les États-Unis ont rassemblé la moitié du monde et déclaré la guerre au djihadisme, puis se sont battus pendant 20 ans. C'était l'exécution d'une doctrine intelligente, une action militaire limitée donnant à l'ennemi un coup rapide et sanglant, puis quittant le terrain. Et cela a parfaitement fonctionné, et cela place l'Inde dans une position très différente de celle qu'elle a occupée. Le même pays qui absorbait autrefois les coups, puis entrait dans des jeux d'esprit islamistes, frappe maintenant vite et fort, ne laissant aucune question sur les conséquences lorsqu'il est attaqué. Le même pays qui achetait autrefois ses armes les construit maintenant. N'étant plus redevable aux réactions internationales, l'Inde est libre de traquer le terrorisme de manière précise et rapide. Si vous regardez cela de l'extérieur, que vous soyez à Pékin, Téhéran ou Washington, l'opération Sindoor aurait dû attirer votre attention. Car en plus de démontrer une force militaire écrasante et une technologie de pointe mondiale, l'armée indienne a démontré un nouveau modèle, que la nouvelle Inde ne se laissera pas intimider par de mauvais voisins, et qu'on lui dira ensuite de ne pas réagir. Et la marine qu'ils ont construite et continuent de développer est un symbole clé de cela. Main dans la main, avec Cold Start, la posture navale moderne de l'Inde est ancrée dans la stratégie nationale plus large d'Admani Bharat, ou Inde autonome, la volonté d'autosuffisance dans la fabrication de la défense. Selon cette doctrine, l'Inde élargit la production domestique de tout, des destroyers et sous-marins aux missiles et systèmes satellitaires, et si l'opération Sindoor est un indicateur, cela fonctionne très bien. L'Inde construit une marine capable de projection et de défense dans une partie du monde où les enjeux sont élevés et où il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est autant un appel à Pékin qu'à Karachi. Maintenant, si vous attaquez l'Inde, le prix à payer sera élevé.